Bien, alors nous sommes le 15 novembre 2011. Nous sommes au studio comme chacun peut s'en apercevoir. Philippe est derrière la caméra avec son écouteur sur les oreilles. Et aujourd'hui nous avons une entrevue avec Frédéric le prêtre. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous présenter? Comment te présenter? Puisqu'on a dit qu'on allait se tutoyer, vu qu'on se connaît depuis un petit moment. Parce que moi, je suis un vieux prof de Bergerac, donc, et toi, tu es un vieil élève de Bergerac. Donc, on se connaît un peu comme ça. Et on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps dans la rue, au marché, bien sûr, où on rencontre tout le monde. Et tu nous as passé ta carte, et où il est écrit Frédéric le prêtre, écrivain, novelliste, ça doit être novelliste normalement, oui, je pense, oui. Romancier. Voilà. Et moi j'ai dit, ah, un fou littéraire. Comme il en existe. Comme il y en a. Et on va l'interviewer à Canal. Alors, expliquons-nous un peu sur ce terme de fou littéraire qui pourrait passer pour péjoratif. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Non, tu le prends bien. Je le prends très bien. Bon, d'abord, c'est vrai que fou est un mot très complexe. Ça a toujours été, ouais, dans toutes les générations, dans tous les siècles, mais il est très difficile de ne pas utiliser le mot fou pour quelqu'un qui transcende sa personnalité dans ce qu'il fait et au quotidien. Mm-hmm. Sans heurter forcément des fois les gens qui le sont peut-être vraiment, qui souffrent et que l'on nomme aussi fous, bien sûr, et qui ne sont pas du même acabit, mais c'est peut-être la différence qui est difficile entre enfermé pour folie et être fou tous les jours sans nuire à la société, évidemment. D'accord. Bah, tu vois, ça nous va à droit au cœur. Nous, on n'a pas été enfermés à Canal Pop, enfin pas encore, que je sache. Mais enfin, ce que tu viens de dire, là, transcender la personnalité, etc., oui, ça nous va très bien. Oui. C'est-à-dire aller au travers de ce qu'on fait. Alors, évidemment, vous dites à un maçon d'inverser l'ordre du plan de l'architecte, oui, ça risque d'être effectivement de la folie. Oui. Mais dans l'art, et c'est là peut-être l'écriture, la peinture, le dessin, la musique, où je côtoie des fois certaines personnes qui travaillent l'art, où effectivement on peut retrouver une forme de sentiment difficile à partager. Bien sûr. Alors, quand deux artistes se rencontrent, ils parlent de références culturelles, ils parlent des concerts qu'ils font, mais de là à dire autrement que par l'écrit, la musique, le dessin, ce que l'on vit tous les jours en tant qu'artiste, sans faire lire, c'est forcément le quotidien d'un artiste qui au départ est un peu fou dans ce qu'il fait. Voilà. Je crois que c'est fou de bâtir un mur pendant 12 heures par jour, tous les jours, et de dire, tu sais, ce qui m'est arrivé, j'ai construit un mur. Oui, enfin, ce qui est fou, ce serait de commencer par essayer de construire un toit sans les murs, quoi. Oui. Voilà, ça serait vraiment fou. Et je vous remercie pour avoir noté l'élément important. Hein. Voilà. Mais après tout, un mur, ça peut toujours servir. Alors, tu viens de parler de partage, et moi, donc tu as un site internet qu'on donnera sur notre propre production ici. J'ai donc lu tes œuvres, enfin une partie de tes œuvres sur Internet. Et tu viens de parler de partage, et moi j'avais noté la plus belle des pépites et sourire et potage, et non pas partage. Et ça m'avait bien plu, cette façon souriante et potagère de dire les choses. Alors on va peut-être commencer par donner une idée... essayer de donner une idée de ce que tu fais, de ce que tu écris. J'ai parlé de fou littéraire parce que je pensais effectivement, à parler d'artistes tout à l'heure, à l'art brut pour ce qui est de la peinture. Et au fond, la littérature produit aussi son art brut, dont tu es un représentant. Alors, tu t'es pas du tout fâché avec cette histoire de fou littéraire. Je veux dire simplement que c'est parce que ça n'est pas ton métier, ça n'est pas ta profession, tu n'es pas un spécialiste, comme on dit, reconnu, un écrivain professionnel, mais tu écris beaucoup. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut parler de fou littéraire, c'est-à-dire des amateurs, finalement, qui est encore un très joli mot, un peu plus agréable à entendre que celui de fou, d'ailleurs.
mais tu es un amateur. Et pour commencer, peut-être on pourrait donner une idée de, eh bien, de ce que tu aimes, puisque tu as eu la gentillesse d'apporter quelques papiers où tes poèmes sont reproduits. Et je crois qu'il y en a un que tu aimerais beaucoup lire. Ben, on peut peut-être commencer par là. Oui, alors, si ça t'embête pas, bien sûr. Non, non, pas du tout. Il est évident que je ne gagne pas ma vie par ce que je fais. Par contre, comme on peut le retrouver dans certains thèmes, comme la religion dont je parle aussi dans un des modules de mon site internet, il est conseillé, et même important, capital, d'exploiter les dons que l'on reçoit. Et quand on a le don, je pense que je suis vraiment pas le seul, hein, c'est moi qui suis interviewé aujourd'hui, désolé pour les autres. J'espère que beaucoup de gens peuvent s'exprimer, y compris par Canal Pourpre, sur ce qu'ils font, comme j'ai pu voir ce que vous faisiez aussi très bien avec d'autres personnes, parce que quand on a le temps, hein, pas comme les misérables qui rentraient de la mine et qui n'avaient pas de quoi s'acheter des crayons pour aller griffonner, et certains l'ont fait. Je crois qu'Émile Zola était un personnage qui travaillait beaucoup et qui écrivait en plus de son travail. Mais le fait d'accepter que qu'on reçoit, hein, que selon ses courants de pensée, un don naturel, il est important de l'exploiter. Et tout comme le bénévolat, tout comme la participation sociale, le partage, comme vous disiez, d'être en lien. On reviendra peut-être sur cette histoire de don naturel qui me fait tiquer un petit peu, mais bon... Oui, alors si c'est pas naturel, vous le dites. Hein. Non, mais on verra tout à l'heure peut-être. Donc, est-ce que tu peux nous lire un de ces poèmes? Tu appelles ça des poèmes, hein? On est je sais pas ce terme te convient? Je ne sais pas si j'ai inventé le terme poésie philosophique. Poésie philosophique. Est-ce que je l'ai inventé? Je pense pas. Enfin, c'est un mot de la langue française en tout cas. Donc, mais tu préférerais dire poésie philosophique plutôt que poème tout court? Alors, j'ai connu à Mane de Biran une jeune fille qui écrivait peut-être mieux que moi. Qui transcendait... Mane de Biran, c'est le lycée de Bergerac. Oui, qui transcendait peut-être le matérialisme en une poésie qui dépassait toutes les frontières et tous les murs. Et je me souviens très bien de cette rêveuse. Je ne sais plus le nom, je suis désolé, peut-être que vous reconnaissez. Elle est sûrement en train de nous écouter, rassure-toi. Qui évoquait d'immenses paysages magnifiques de champs de blé. Et quand vous aviez fini de lire ces textes, vous étiez transporté. Je crois que c'est simplement le fait d'être transporté que j'ai conservé avec mon style personnel. Mais c'est plus la poésie philosophique qu'un voyage au-delà des mers et parmi les champs et les couleurs et les formes. Tu insisterais plus sur la pensée que sur l'évasion à propos de poésie, c'est ça? Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, mais il y a des petites limites, des petits cadres qui sont, je pense, dignes d'être philologue par moment. Par moments épistémologues aussi, mais qui ne sont pas beaux, on va dire. Je pense qu'il y a une musicalité, mais c'est pas le joli et l'évasion qui t'intéresse, c'est plutôt la pensée. Alors oui, ça c'est important par contre. Hein. Quand j'écris, de plus en plus, je constate, sans vouloir être critique, parmi le milieu artistique, qu'il y a des fois des fautes de classicisme. Donc il faut retravailler certains textes. Quand j'étais jeune, forcément, il y avait des textes qui étaient très courts, très très bien écrits. Quand j'étais jeune, première vue. Mais oui, bon, j'ai écrit depuis longtemps, mais je travaillais pas forcément les textes. Je pense que le classicisme, quelqu'un qui peint au pinceau à un poil au XVIIe est quelqu'un de remarquable. Je pense que quel que soit le don dont on peut parler aussi, je pense que le travail est très 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 important, et de penser tout le temps que vous pouvez laisser un texte sur la table et l'enfant peut le lire. Donc quand je publie sur internet, il n'y a pas de grossièreté. Il n'y a pas de grossièreté, pas d'insultes. J'évite la critique. D'accord. C'est-à-dire que c'est philosophique
à 100%. C'est en tout cas ce qui est frappant, je ne sais pas si c'est philosophique, mais en effet, c'est pas négatif, c'est toujours très positif ce que tu écris. On a une impression de je sais pas comment dire ça, de joyeuseté et de bonté, enfin en tout cas. Hein, ce sont des textes. Il y a mes propres limites aussi. Si c'est pas trop, si c'est pas trop pour toi, je dirais que ce sont des textes extrêmement gentils. Oui. Hein, le sourire et le potage dont je parlais tout à l'heure, pour moi c'est assez représentatif de ça. Voilà, et c'est universel. C'est universel parce que tout le monde a besoin de recevoir, comme il y avait les contes d'enfants quand on était petit, où il y avait toujours une lueur d'espoir à la fin. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu peux nous en lire un? Alors, hommage à Bob Marley qui a fait une chanson qui s'appelle Get Up Stand Up. Et Get Up Stand Up, c'est lève-toi, force-toi et avance. En gros, hein, c'est ça. Les gens sont décédés, mais leur travail reste. Ouais. Je sais simplement que tu n'aimes pas commenter. Du thé, j'en abuse, mais c'est pour me ressembler. Je suis, donc je pense, et suis en cela quelque peu commenté. Je ne rechigne sur mon échine de mes points qu'il faut ôter, que pointe indicible le matin, il me faut me lever. J'inspire que peu mes ennemis invincibles, qui de leur cible m'ont ôté. Et ce n'est nullement en cela nuisible que mon physique fut élevé. J'acquiesce, pourtant, que le temps naît, et dans son propre discours, il le sait, que l'instrument abondant du jour et du lendemain. Je crois, et c'est pour cela j'insiste, que la précipitation au matin n'est qu'une piste pour le coureur et une nécessité pour le levain. Alors on voit pas mal d'allitération, on voit pourquoi ça s'appelle de la poésie tout de même. Et ça me fait penser qu'il y a... Alors tu as dit surtout, il ne faut pas me poser des questions sur les références parce que je suis nul, j'ai très peur et tout ça. Mais en réalité on en trouve une quand même, et ce poème m'y fait penser. C'est Louise Labbé, sur ton site, on va citer Louise Labbé, une poétesse du 15e ou du 16e, je ne sais plus, qui est une poétesse lyonnaise, je crois, une personne qui a une vie un peu tragique et dont les poèmes, elle a une œuvre très petite, mais qui est restée parmi les siècles, enfin, qu'on continue à lire. Et ce que tu viens de lire là me fait penser aussi à ce goût du verbe, enfin, qu'elle avait beaucoup. Très bien, merci pour cette lecture, c'était sympa. On en lira peut-être un autre après. Est-ce qu'on peut te demander quand est-ce que tu es tombé dedans? Alors, c'est pour reprendre, pour ceux qui n'ont pas envie forcément de chercher sur Internet. Oui, sans faire toute ta vie. Hein, mais sans faire de recherche sur Internet pour chercher à tout prix à savoir qui est Louise Labbé. Je dirais qu'il y a une bulle dans l'écriture, qui est la même pour la peinture de Tony Curtis, qui était dans Amicalement Vôtre, et qui a été peintre parce qu'il a reconnu peut-être dans sa vie la nécessité de peindre, une bulle autour de l'artiste. Alors il faut accepter, c'est là où je voulais en venir, il faut accepter le fait d'être artiste à partir du moment où on fait de l'art, où on essaie de faire autre chose que docker sur les quais de New York, ou maçon, ou infirmier, ou n'importe quel autre métier. Faire quelque chose qui vraiment déborde du naturel, du simple. Et il y a une bulle, c'est-à-dire qu'un peu la vie de Louise Labbé, je dirais qu'il y a un moment où il y a le spleen, où on cherche l'inspiration, et quand on se retrouve dans un lieu pour écrire, il y a un moment donné où il y a une bulle qui se forme. C'est une bulle naturelle, c'est pas
je dirais, c'est une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas sur les gens qui sont dans le lieu. C'est une bulle complètement visible en réalité. C'est l'esprit qui recherche, ou qui un petit peu comme fonctionnement tu es en mathématique. train de nous parler de l'isolement de l'artiste? Il faut une forme d'isolement. Je crois que Montesquieu, Montaigne recherchaient beaucoup l'isolement. Ah, c'est lui qui met les références. Et il y a un moment donné, effectivement, on devient artiste parce qu'on recherche en soi-même. Alors, il y a des gens qui m'ont... Tu as oublié ma question. Est-ce qu'on peut revenir comment tu es tombé dedans? Est-ce que ça fait longtemps que tu penses que voilà, il faut écrire, quoi? C'est un truc qui te tient depuis très longtemps, bien qui est récent, ou bien... Quand j'étais tout petit, j'avais 4 ans, et je dis à maman, raconte-moi une histoire. Oui, avec des extraterrestres, avec plein d'histoires, plein de personnages. Et elle m'a dit, mais attends, pas trop vite, parce qu'il y a des livres, je te lis des contes pour enfants. Des histoires aux enfants. Mais elle m'a dit, je peux pas dépasser le cap de 2-3 histoires, je peux pas en inventer tous les jours. Ah, tu en voulais beaucoup plus. J'en voulais beaucoup plus. D'accord. Et puis un jour, je dis, maman, tu prends un papier, un stylo, et puis je vais en écrire une. Donc avant de savoir écrire, je lui avais demandé d'écrire une histoire qui n'a jamais été retrouvée, qui était Zaza l'extraterrestre. Ah, oui. Zaza l'extraterrestre, donc Zaza, qui est le chien de Michel Drucker, hommage à Michel, que je ne connais pas personnellement, mais qui a appelé son chien Zaza, et je ne le savais pas, donc j'avais inventé Zaza l'extraterrestre. Alors je ne sais pas si le chien est encore vivant, Zaza extraterrestre, est sur un papier. Ta dictée. Elle écrivait ce que tu disais, d'accord. Donc Zaza est sur un papier quelque part. D'accord, donc effectivement, ce n'est pas récent, cette... J'ai 35 ans, donc ça fait 31 ans. Besoin d'écrire, d'envie d'écrire, d'accord. Et c'est le besoin peut-être de trouver intérieurement les choses. Bien, alors, tu viens de prononcer un mot... important intérieurement, parce que il faut dire à nos chers spectateurs que ta poésie est colorée par tout ce qu'on vient de dire, qu'on a essayé de montrer ou d'indiquer très vaguement, trop vaguement, mais aussi par une certaine spiritualité. Est-ce que tu peux parler de ça? Je vais citer Boudéité, par exemple, le titre d'un de tes poèmes. On trouve aussi pas mal d'allusions à la Bible, à l'histoire d'Abraham, voilà, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que le mot spirituel te convient? Alors, là, à ce niveau-là, il y a deux choses. Ouais. D'un côté, c'est très personnel, et de notre côté, c'est très technique. D'accord. C'est-à-dire qu'en bon vendeur, je vous dirais sur le site internet, vous avez un module exprès. Ah. Oui. Et de notre côté, c'est très personnel. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas imposer ou être prosélyte. Bien sûr. Donc, je défendrai la veuve et l'orphelin en disant expliquer ce que je comprends en tant qu'exégète amateur. Les notions qui sont des fois oubliées ou qui semblent être un petit peu survolées par les obligations du quotidien. Parce que je suis très attaché à la condition humaine et aux besoins du quotidien qui font qu'on ne doit pas marteler des fois de religion. Donc c'est pour ça que je suis personnellement très attaché à ne pas imposer, à ne pas... disons, forcer la main en dehors de ce petit module qui est Apologie du Christ, et de laisser simplement comme 2, 3, 4, 5 textes maximum, ceux qui me semblent des fois être oubliés ou être très loin dans le temps. D'accord, mais ça fait partie de cette bulle dont tu parlais. Oui, c'est une bulle très personnelle, voilà, c'est ça. Où effectivement, voilà, il y a tout ce qu'on a dit avant aujourd'hui sur ce que je pense être du respect vis-à-vis de ce qui existe, de ce qui a existé, et surtout de ne pas falsifier quoi que ce soit. C'est pour ça qu'un de tes premiers mots a été le mot de transcender, ou transcendance, enfin, qui est quand même un terme qui fait penser un peu, en effet, à
à la croyance, à la religion et à un certain souci de l'au-delà ou quelque chose comme ça. Oui, parce que si on lit l'Ancien Testament, on le lit une fois, on dit tiens, c'est ça. On le lit une deuxième fois, on dit effectivement j'ai oublié plein de choses. On lit une troisième fois, et puis on rencontre des gens, on discute avec des gens, la vie passe, et on se rend compte que ce qu'on avait lu a des milliers d'années. Et qu'effectivement, il n'est pas dit, vous savez, à partir du moment où vous êtes en train de lire ça, vous avez l'exactitude de moments passés dans la tradition orale par des gens il y a très longtemps, à l'époque où il n'y avait évidemment pas le martelage. Il y avait par contre, et c'est là que c'est transcendant peut-être, l'inculcation de génération en génération d'histoires racontées au travers du temps. D'accord. Tu as fait aussi allusion au fait que tu avais quelques loisirs pour écrire, puisque tu as dit si j'étais misérable ou je sais quoi, quoique tu as dit il y a des gens qui ont beaucoup travaillé et beaucoup écrit aussi, au 19e peut-être. Mais donc voilà, tu disposes de loisirs, tu ne travailles pas. Oui, alors effectivement ce côté m'est toujours un petit peu de ma susceptibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis reconnu adulte handicapé. C'est ça. Et je ressens toujours une forme de contrariété, en quelque sorte, de ne pas pouvoir travailler. Oui. Alors, oui. Ça dépend ce qu'on appelle travailler, remarque. Hein. Oui. C'est un mot, lui aussi, très vague. Oui, hein. J'aurais voulu bâtir des murs de maisons, faire du jardinage professionnellement, c'est-à-dire ressentir en quelque sorte ce que ressent quelqu'un qui travaille tous les jours. D'accord. Ouais. Donc j'ai appris des fois par le dépassement personnel à ressentir ça par moi-même, c'est-à-dire que la souffrance physique, c'est quand on vous fait mal. Quand vous courez et que les muscles se tendent et chauffent, c'est pas la même douleur. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut ressentir par soi-même, et avec le temps, effectivement ça fait un petit moment que je touche une allocation handicapée, tu as fait l'expérience ça s'estompe. Tu as fait l'expérience que ta santé ne te permettait pas, ton état de santé ne te permettait pas de travailler effectivement. Voilà. J'ai essayé plusieurs fois maçonnerie traditionnelle, c'est ça. Maçonnerie générale. D'accord. Plusieurs tentatives dans les vendanges. Bien sûr. Bon, il y a des phénomènes de vertige, il y a il y a des spasmes, il y a des choses qui sont quasiment impossibles. J'ai frisé une convulsion sur un chantier en maçonnerie traditionnelle. Le maçon m'a dit non, on ne veut pas de... Dieu merci, la sécurité sociale est là pour pallier ce genre Alors, c'est marrant parce que cette histoire, est-ce que je m'auto-psychanalyse avec toi? Je ne sais pas. C'était un chantier où je travaillais avec d'autres personnes. Et le jour où on m'a mis tout seul dans une pièce pour taper avec une masse sur une chèpe en ciment, j'ai commencé à avoir ces convulsions à ce moment-là. C'est un moment où je me retrouvais tout seul, un petit peu métaphoriquement comme cette bulle de l'écrivain. Et les convulsions sur le chantier, forcément, ça ne peut pas aller avec les notions de rentabilité d'une entreprise ou politique. D'accord. Est-ce que alors on revient un peu à ton travail, enfin ce travail qui est pas courant, disons, qui est totalement personnel, sûr, brut, personnel. Comme on avait dit, hein. Est-ce que est-ce qu'il est idiot de te demander si tu as une ligne directrice, s'il y a quelque chose que tu aimerais dire plus que d'autres, ou bien est-ce que je vise un peu ce qui s'appelle l'inspiration, et qui est un mot encore plus vague que tous les autres, mais est-ce que tu as une ligne directrice, un objectif, un truc que tu aimerais plutôt dire, ou... Comment on fait? Parce que moi, je ne suis pas un écrivain de poésie, bien sûr, donc je n'ai pas cette je sais pas comment appeler ça, cette polarité d'inspiration comme ça. Qu'est-ce que tu vises? Est-ce qu'on peut te demander ça, si tu vises quelque chose? Je crois qu'il faut, dans mon travail, que je dise une chose
une seule fois dans un seul texte. C'est-à-dire, effectivement, quand je passe à un autre texte, je dis autre chose. Parce que je sais que le texte a été... tu vises le côté unique de... Oh, je dirais une priorité à écrire. C'est-à-dire, en ce moment, je n'écris plus. Ah bon? Oui. Tout ce qui est texte court, poésie... Pourquoi? Je pense que j'ai écrit tout ce que j'avais à dire. Ah bon? En écriture. Ah d'accord. En écriture courte. C'est-à-dire que maintenant je m'attaque au roman. Ah oui. Je vais ensuite reprendre les contes pour enfants, les nouvelles. Ah oui. Mais tout ce qui est texte philosophique, poésie philosophique, comme vous avez pu partager, c'est dans une phase de transition. Une phase de transition de style. C'est-à-dire que effectivement, si vous regardez le texte que je vous ai lu, c'est dans les derniers. C'est plus ventilé, beaucoup plus aéré, pour forcer un peu, parce que quand vous retrouvez, pour ça je l'ai lu très lentement, parce qu'on l'entend lu, quand vous le lisez, vous êtes devant votre écran, vous avez les limites et les cadres de la lecture, donc vous dites pas qu'est-ce que c'est, attendez, je prends le temps, parce que je suis tombé sur le site en question, que j'y suis, que je suis en train de m'y intéresser. Si on vous lit un texte d'une façon très rapide, quelque chose qui est très ventilé, qui force justement la personne à prendre le temps de lire et de retenir, si vous voulez, comme une succession, une suite logique qui prend le temps nécessaire d'expliquer quelque chose. Effectivement, il vaut mieux regarder d'autres textes aussi par rapport au début, qui sont pas du tout les mêmes, qui sont beaucoup plus, un peu parfois pamphlétaires des fois à l'époque. Donc il y a sur le temps, sur une durée, pas mal d'évolutions, plusieurs modules effectivement titrés différemment, de noms, pour expliquer des choses différentes, mais de ne jamais répéter un même courant de pensée, sauf le temps et l'âge, qui sont pour moi 2 ou 3 textes qui ont été... le temps et l'âge. Le temps et l'âge, oui, parce que quand on lit le journal le matin, comme mon grand-père le lisait, parce qu'il était très handicapé, et avec son épouse qui s'aimait très fort, et le matin c'était pas le café et la clope et on va voir les copains, c'était on ouvre le journal qu'on nous livre le matin. Donc si vous voulez, c'est je dirais plus de l'esprit que de la spiritualité, c'est-à-dire que avoir quelque chose à dire de profond, parce qu'on a vécu des choses aussi très pénibles, c'est vouloir dire quelque chose qu'on ne peut pas partager avec n'importe qui, n'importe comment, qu'il faut savoir dire avec le temps et savoir le dire avec des mots. Voilà, je me demandais simplement si tu faisais partie de ces écrivains qui cherchent l'œuvre unique au sens très fort de ce terme, c'est-à-dire il y a pas le diamant parfait, tu vois. Oui, mais ça c'est normal. Le diamant parfait, je veux dire, quand vous discutez avec un bijoutier, je veux dire, il y a plusieurs métiers. Soit on fait du plastique, du cristal de bohème, ou on fait du diamant. Et tous les jours, on s'intéresse à d'où vient le diamant, comment... bon, je pense que c'est normal de rechercher une forme de beauté, une forme d'esthétique, une forme de qualité finie, entière d'une œuvre. Oui, mais c'est quand même. Mais il y a de grands artistes. Il y a de très grands artistes qui font des choses formidables. C'est-à-dire que le problème, effectivement, qui est soulevé au sujet des artistes et qui peut être dit de cette façon-là, il faut faire attention quand on est artiste, de savoir qu'il y a toujours plus grand que soi. C'est ça. Alors, juste pour en terminer avec ça, est-ce que tu as un modèle, est un grand mot, mais est-ce que tu as un exemple de cette perfection dont on est en train de parler là, qui te paraîtrait vraiment... oui, je dirais Zadig. Zadig de Voltaire. Ah oui. Et là, le conte philosophique. Le conte philosophique Zadig de Voltaire. On parle souvent de Candide, qu'on retrouve dans AI, Intelligence artificielle de Spielberg, que j'ai vu hier soir. Bon, je dirais Zadig de Voltaire, c'est la réciproque, enfin la réciproque, l'acolyte du film américain, qui serait de dire oui, pour accepter tout sans rien oublier.
et en même temps comprendre ce qui a été dit dans certains textes, le sens que l'on peut trouver parfois, et pas toujours, dans la souffrance, dans ce qui est vécu, dans ce qui se vit. Et je crois que c'est un travail continuel. Mais tu penses que la transition de style, enfin, dans laquelle tu t'es engagé, là, te permettra aussi de poursuivre dans le même sens, enfin, mais avec une façon différente. Le roman, ou peut-être le conte philosophique, justement, je sais pas, ou le conte pour enfants, je ne sais pas. Je dirais, pour gagner sa vie, le roman est préférable. Ils ne sont pas très nombreux, les romanciers qui gagnent leur vie avec ça. En plus, je crois qu'il y a 2% de Français qui sont romanciers, qui gagnent leur vie uniquement avec les romans. Ça ne doit pas être très fréquent. Et j'ai la chance de pouvoir publier par Internet ce que je fais. Donc, et puis d'avoir le temps de le faire, tout ça, oui. Et le roman, ce serait un moyen de transcender aussi le temps qu'un texte court ne peut pas toujours faire. D'accord. Est-ce que, alors peut-être une dernière question avant que tu nous en lises un autre, si c'est pas trop te demander, est-ce que Bergerac joue un rôle dans ton affaire? Enfin, est-ce que le fait que tu sois Bergerac, tu es un vieux Bergeracois, tu es né ici, tu continues à vivre ici, est-ce que l'ambiance de ce petit sud-ouest, de ce coin du sud-ouest te paraît jouer un rôle dans ton existence? J'ai connu la campagne, oui. J'ai connu la ville, j'ai été étudiant à Talence, à Bordeaux, pendant 2 ans. On roule pas à la même vitesse. Oui, oui. Et quand je suis revenu vraiment à la campagne, à 20 km de Bergerac, on était dans une petite ville avec mes parents. Et si on sortait des sentiers battus, on trouvait plus campagne que campagne. Il y a des chemins où on peut se perdre facilement, oui. Où on ne voit pas toujours le bitume quand le tracteur vient de passer. Et on n'est pas en Auvergne. Oui, c'est ça. Quand on arrive à Bergerac, comme l'ont fait avec mes parents pour déménager parce qu'il faut du plein pied à un certain âge, et un fils qui les soutienne, il est important de ne pas oublier d'où l'on vient, ce qu'on a vécu. Moi, je suis né à Bergerac, mais bon, comme je dis souvent, renvoi au 22. On m'a fait naître à Bergerac et ensuite 34 ans en campagne. Bergerac est un peu la campagne de Bordeaux, Bordeaux est un peu la campagne de Paris. D'accord. Tout ça, c'est très relatif. Oui, Bergerac... Oui, tu parlerais pas en termes de racines, absolument. Non, comme disait Georges Brassens... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je crois qu'il faut apprécier d'être là où on est. D'accord. Vous avez... le grand voyageur qui est capable d'ingurgiter en mémoire tous les lieux, les gens qu'ils ont rencontrés, à qui ils ont serré les mains. Et vous avez la personne qui fait son chemin tous les jours et qui voyage immobile. D'accord. Et est-ce que, toute dernière question peut-être, tu connais des gens comme toi, des frères, enfin des frères en écriture, des frères en... comme je vous ai dit... Dans le coin peut-être, j'en sais rien. Ou ailleurs, enfin je ne sais pas. Comme je vous ai dit, on a toujours au-dessus de soi. Oui. Soit parce qu'on regarde en arrière, soit parce que des fois on regarde en avant. Mais on rencontre des gens qui ne vous forcent pas. Qui ne vous disent pas... Je te paye une bière. Oui, bien sûr, oui. Parce que ensuite tu vas me remettre la tournée. Je parle d'amis. Voilà. Vous avez quelqu'un qui vous offre un café à 1 €, ou 1,20 € ou 1,30 €. Ça c'est Bergerac, parce qu'à Paris c'est beaucoup plus cher. Par la suite, vous ne lui devez qu'un café. C'est-à-dire 1,20 € ou 1,30 €. Oui. Vous lui devez pas une bière. D'accord. Si vous lui devez une bière, vous savez qu'en acceptant sa bière, vous finissez 4 heures dans le même bar à finir par dire des bêtises. Ok, d'accord. Alors qu'un café, c'est 1,20 €, 1,30 €. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous emmène pas dans son univers personnel, trop personnel, c'est parfait. D'accord. Et à ce moment-là, c'est vrai que la rencontre est simplement d'avoir quelques petites règles de base pour
pour aborder toutes sortes de relations, pas seulement artistiques, parce que l'art appelle l'art, et on reste dans son milieu, comme Beuve-Méry disait, le journalisme mène à tout à condition de savoir en sortir. Oui. Là, c'est un peu pareil. Oui, c'est un peu pareil. Oui. Il faut toujours se dire qu'il y a le maçon qui travaille plus, que vous avez les parents qui s'inquiètent plus. D'accord. Je veux dire que tu ne te sens pas isolé. Tu es solitaire sans doute, mais pas isolé. Il faut accepter la solitude, c'est voilà, important. Ça. Mais pas l'isolement qui est autre chose, effectivement, qui est plus difficile, quoi. Ouais, donc, ça touche aux deux domaines qui sont l'art et le matérialisme, c'est-à-dire très bien. C'est des univers. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, je te laisse choisir peut-être parmi ceux que tu as apportés. Est-ce que tu veux nous en lire un autre, s'il te plaît? Oui. Alors, je n'ai pas pensé à un particulier. Bon, si ça t'embête, tu le dis. Hein, alors voilà, on va rester. Voilà. Ce sera le poème de la fin. Hein. Alors, le titre, Dans le creux du croire. D'un côté l'argent, interminable engouement, jusqu'à tout offrir. Au diable, s'il n'y avait les misérables. De l'autre, le fou des agoras, le hurleur dehors là, l'électron dit libre, le porte-voix apatride. Je ne peux rien contre le second, le fou, le maître des lieux. Il ramasse, marche, hurle contre la masse. Pour ceux derrière, c'est réaliser un vœu. Un Armageddon né, petit, dans la solitude et les cris. Quelque chose qui nous émeut. Il faut s'occuper, parler, travailler, se cacher, circuler aux bonnes heures et leurs regards, éviter. Le premier, lui, est abordable, mais pas dans son regard, où il y a les souvenirs de la table. C'est l'autre, celui qui regarde, l'enfant petit touché par l'émotion, l'esprit fragile et petit qui se met à douter, choisira son camp sans plus de motion. Ce n'est pas la pauvreté qui est mère de tous les vices, mais l'oisiveté est sa meilleure actrice. Écoute, merci beaucoup. Si ça t'embête pas, j'aimerais bien que tu nous le dédicaces, enfin que tu nous le signes, et puis tu nous l'offrirais, on le mettrait sur les murs du studio, parce que moi j'ai vu une critique de la société de consommation là-dedans, qui me va très bien. Alors, je le comprends. Oui. Je ne suis pas du tout opposé à l'esprit de consommation, au système tel qu'il est. Quand même, l'engouement, pardon. Ah, il y a de l'engagement. Oui, voilà. Interminable engouement, l'argent, hein, jusqu'à tout offrir au diable quand même. Bon, voilà. Oui, merci alors beaucoup. je pense que ça s'adresse à quelqu'un qui prend le temps de peser. Voilà. Merci encore Frédéric, et peut-être à une autre fois si on recommence ce petit entretien. C'était bien sympa en tout cas. Merci. Merci à vous aussi.